question qui me brûle les lèvres. Je voudrais savoir, comment t'es entré dans le milieu de la science-fiction et du fantastique québécois? En fait, c'est une drôle d'anecdote, puis je vais faire plein de name dropping. Euh, Ça a commencé, j'étais au cégep. J'avais un travail en littérature comparative que je devais faire. Et il va y avoir un auteur étranger, un auteur québécois. Je voulais absolument faire ça sur Lovecraft. Et j'avais, c'est très drôle, mon prof, c'était Gilles Pellerin, qui est un ancien gagnant du Grand Prix de la science fantastique québécois, mais qui m'en avait jamais parlé. Et en parlant avec lui, il m'avait dit Hey, regarde du côté d'Esther Rochon. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens au Québec qui écrivaient de la science-fiction, du fantastique. Je ne fais pas partie de la génération qui a découvert Daniel Cernine à l'adolescence. Moi, j'avais lu. Pour moi, mon auteur jeunesse, c'était Stephen King. Là. Donc, j'avais aucune idée qu'il y a des gens qui faisaient ça au Québec. Et cette journée-là, juste après que Gilles Pellerin m'ait parlé d'Esther Rochon, je suis allé à la coop du Cégep et j'ai vu pour la première fois de ma vie le présentoir des livres d'Alire et entre autres les Chroniques infernales, vraiment les débuts d'Alire. J'ai pris le livre d'Esther Rochon, mais ça ne s'est pas arrêté là. En allant dans la petite section science-fiction fantastique, j'ai trouvé pour la première fois la revue Solaris. Et c'était un numéro dans lequel il y avait un article d'Esther Rochon sur les assonances bouddhiques chez Lovecraft. Donc là, OK, oui, je vais faire, je vais faire mon étude comparative là-dessus. Il y a plein de signes aujourd'hui qui me montrent que c'est ça. Puis, tu sais, je ne suis pas très mystique dans les signes et tout ça, mais là, c'était comme gros. Là. Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'avais 17 ans, j'avais pas publié rien du tout, mais j'avais écrit une nouvelle et j'en avais commencé genre 2 que je n'avais jamais terminé. Mais j'étais le grand auteur que le monde entier attendait de découvrir. Dans la foulée, pris sur l'inspiration du moment, j'ai écrit un email aux éditions à lire parlant justement du côté Esther Rochon et en me pluguant en même temps que je leur disais pratiquement que j'avais un livre de terminé. J'avais une nouvelle et 2 parties de nouvelles de faites. Ils ont été très gentils. Ils ont répondu à la partie sur Esther Rochon. Ils ont fait comme si le reste n'existait pas. Et ils m'ont mis en contact avec Esther pendant le Salon du livre de Québec, qui était comme 2 ou 3 semaines plus tard. J'ai fait l'entrevue avec Esther, j'ai appris à la connaître. Et elle m'a invité. Elle a dit ben, regarde, au Salon du Livre, viens donc au kiosque des éditions à lire. Il y a plein d'auteurs qui vont être là. Tu vas pouvoir rencontrer du monde. Et en effet, j'ai rencontré plusieurs personnes, entre autres Joël Champetier qui était là. Sauf erreur, La peau blanche n'était pas encore publié ou était sur le bord d'être publié. En parlant avec ces gens-là, de découvrir, OK, oui, il y a vraiment du monde qui en écrive au Québec. Il y a même une maison d'édition, il y a une revue, il y a des auteurs, des êtres humains. Et ils m'ont invité au Congrès boréal qui avait lieu comme une semaine ou 2 plus tard. Et je me souviens que c'était fin septembre parce que j'ai fêté mes 18 ans au Congrès boréal. Puis ma fête, c'est le 28 septembre. Ben, c'est ça. J'ai pris le train. Je suis allé à Montréal. J'ai vécu mon premier Congrès boréal. Et après ça, ben, j'en ai fait une dizaine d'affilées avant de commencer à en rater une fois de temps en temps. Wow! Mais puisque tu en parles, c'est quoi le Congrès boréal? Quelqu'un qui ne le saurait pas, qui nous écoute? Oui. Bien, Congrès boréal, c'est vraiment un rassemblement d'amoureux de science-fiction fantastique, mais vraiment littéraire. T'sais, contrairement à ce qu'on peut avoir un Comic-Con ou qui va être plus culture manga ou comic book ou culture générale, culture geek en général. Là, on est vraiment sur la science-fiction, le fantastique, fantasy, mais littéraire. Je dirais que c'est principalement des auteurs ou des gens qui veulent être auteurs qui sont là, mais il y a aussi des lecteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de tables rondes où on a des gens qui travaillent dans le genre, que ce soit des éditeurs, que ce soit des auteurs, et des lecteurs aussi, qui vont pouvoir traiter de sujets précis. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un incubateur à projet. Donc, souvent, dans les conversations de couloir, ben, il y a des projets qui vont prendre naissance, il y a des amitiés qui vont se faire. Puis c'est un rendez-vous annuel. Bon, là, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a compliqué les choses, mais habituellement, c'est un rendez-vous annuel qui permet de retrouver la grande famille de la science-fiction fantastique québécoise. J'aimerais connaître Pierre-Luc Lafrance, le nouvelliste. En fait, c'est Pierre-Luc Lafrance, l'impatient. C'est que j'adore créer des histoires et pour moi, les nouvelles, c'est l'histoire à l'état pur.
où on va directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas d'intrigue secondaire, il n'y a pas. C'est vraiment l'histoire à l'état pur et une nouvelle qui est bien réussie. C'est une nouvelle où il n'y a pas de superflu. C'est une nouvelle où il y a pas de longueur, il n'y a pas. Alors que, on n'a pas le choix de comparer avec le roman. Le roman demande de gérer, c'est pas tout à fait des moments faibles, mais des moments qui ne servent pas juste à faire avancer l'intrigue principale, qui va servir à développer les personnages, qui va servir à d'autres choses. Puis souvent, dans certains très bons romans, ça peut être plus intéressant encore que les scènes qui font avancer l'histoire, mais on est sur autre chose. Alors que la nouvelle se prend vraiment comme une histoire à l'état pur. Tu sais, là, j'ai l'image, exemple, de Claude Bolduc, qui est un des très bons novellistes qu'on a. Ben, il n'y a jamais une scène de trop, même un mot de trop, une phrase de trop dans une nouvelle de Claude Bolduc. C'est ce qui fait sa force. Je pourrais dire la même chose d'Ariane Gélina, qui est une autre, dans un style complètement différent de Claude, qui est beaucoup dans l'évocation, qui est beaucoup dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Ben, là aussi, il y a pas de longueur. J'aurais pu parler plus en science-fiction, Yves Ménard. Ben, remarque qu'il a fait des nouvelles fantastiques aussi. Il a touché à tous les genres. Alain Bergeron, pour moi, ça, c'est vraiment dans les meilleurs novellistes qu'on a. Et c'est ça, c'est vraiment d'aller au cœur de l'histoire. Puis, comme auteur, ce que je trouve intéressant de ça, c'est qu'on peut vraiment partir d'une idée, on peut vraiment partir d'un concept, d'un personnage, et tout de suite se mettre à écrire, tout de suite aller creuser. Qui est plus difficile qui est plus difficile pour moi à faire, parce que je sais qu'il y en a qui le font pour un roman aussi, mais qui serait plus difficile à faire pour un roman où là, j'ai plus besoin de savoir où est-ce que je m'en vais. Mon premier contact avec le genre, Solaris, est arrivé très tôt, puis c'était un objectif pour moi de publier dans Solaris à un moment donné. Pour moi, c'était une forme de consécration, de dire, OK, là, une fois que tu as publié dans Solaris, tu es dans la cour des grands. Parce que beaucoup d'auteurs que j'admire publient là, beaucoup d'auteurs que j'admire travaillent là, ou ont travaillé là. Si on fait le tour des grands noms dans le milieu, bien, ils ont tous été à un moment ou un autre, ou presque, associés à Solaris. Dans les noms que j'ai nommés, bien, Yves Ménard, j'aurais pu nommer Elisabeth Von Arbour, Joël Champetier, Arsène Pelletier. C'est tous des noms qui ont été associés à ça, qui ont publié, qui ont contribué à son essor. Donc, pour moi, c'était vraiment un objectif et une fierté de réussir à faire partie de la grande famille Solaris. Publié aussi dans Brin d'éternité, Clair obscur, mon Dieu, horrifique, j'en oublie. Mais est-ce qu'à chaque fois pour toi, c'était comme un nouveau défi ou c'était différents objectifs? C'est que chaque projet arrivait à des moments différents, arrivait entre autres, bon, Brin d'éternité, j'ai publié surtout au moment où la direction littéraire se faisait avec Guillaume Voisine. Et pour moi, Guillaume Voisine, en tant que directeur littéraire, c'est vraiment la personne avec qui j'ai eu le meilleur fit. Il savait quoi me dire, il savait comment me parler pour m'emmener à pousser plus loin. Parce que c'est important la confiance qui va se développer entre l'auteur et son directeur littéraire. Parce que, il faut comprendre que les deux, on travaille dans le même but. Il faut avoir un directeur littéraire qui comprend ce qu'on essaie de faire. Des fois, on ne réussit pas, mais qui est capable de nous emmener justement sur les voies et non pas d'emmener le texte complet. Il faut transcender le texte, il faut l'emmener plus loin, mais j'aime pas qu'on essaie de l'emmener complètement ailleurs. Guillaume, ben, il y avait une grande confiance. Des deux côtés, je crois, mais je vais parler pour moi, j'avais une grande confiance en lui, j'ai toujours une grande confiance en lui, et vraiment me permettait d'aller plus loin. Il n'y avait pas de complaisance, dans le sens qu'il était capable de me dire, OK, ça ne marche pas, là. Ou, puis on a travaillé assez souvent ensemble que j'ai l'impression, il faudrait que j'en parle, qu'il me le confirme, mais j'ai l'impression qu'il était vraiment capable de voir mes tics, de voir. Je pense que chaque auteur, on a un côté de même. En tout cas, moi, je l'ai des paresses des fois. Tu sais, des choses qu'on tourne le coin rond, puis ça prend quelqu'un à m'amener pour nous le dire. Pour dire, non, non, tu as tourné le coin rond, puis là, je partais à rire, puis je disais, oui, oui, j'ai tourné le coin rond. Mais on dirait que j'avais besoin de quelqu'un pour me le dire. Puis la voie la plus efficace pour ça a vraiment été Guillaume. Fait que, ça pour Brin d'éternité, ça a été ça. Pendant un moment, là, c'est plus le cas, mais j'avais été l'auteur qui avait publié le plus, je pense, dans Brin d'éternité à un certain moment.
C'est plus le cas. J'ai été rattrapé depuis, entre autres, de Dave Côté, qui doit avoir fait le double. Puis chaque projet comme ça avait sa couleur. Tu sais, chez Clair Obscur, c'est qu'il y avait des thèmes, dont certains thèmes qui sont venus me chercher, qui a fait que j'avais le goût de travailler là. Du côté d'Horrifique, ben, c'est vraiment à mes débuts. Je n'ai pas publié beaucoup d'Horrifique. J'ai publié, sauf erreur, dans 1 ou 2 numéros. Ah, Mais vraiment à mes débuts. Fait que ça a été un élément important dans la confiance, de dire, oh, OK, je peux publier des textes. Fait que, tu sais, j'ai aimé chacun de ces projets-là. C'est drôle parce qu'à la base, je me vois beaucoup plus comme quelqu'un fantastique, horreur, puis même policier noir. mhm. Par contre, mes premiers romans, c'était des parodies de contes de fées. Et c'est venu un peu d'un défi que je m'étais lancé à moi-même, que je me disais, bon, je suis quelqu'un, l'humour occupe une grande place dans ma vie et mes textes sont mortellement sérieux. Et je m'étais lancé le défi d'écrire quelque chose d'humoristique qui avait donné une nouvelle qui avait été publiée dans un collectif en France, Conte d'humain pour fées insomniaques, si je ne me trompe pas, ou juste Conte pour une fille. C'est flou, ça a eu beaucoup de titres. Et qui est devenu le roman Y a-t-il un héros dans la salle? Parlait de directeur littéraire, ben, ça a été super intéressant de travailler avec Robert Soulière là-dessus, qui est un auteur et un éditeur que j'admire, de pouvoir travailler avec lui. Bon, y a-t-il un héros dans la salle 1, y a-t-il un héros dans la salle 2, Princesse enlevée, où l'objectif était carrément de prendre à contre-pied les clichés ou les classiques du conte de fées. Pour s'amuser, faire une forme de critique sociale aussi à travers ça. Ensuite, à peu près à la même période, j'ai publié un roman, Le pays des yeux morts, où là aussi, ça a été un grand plaisir parce que c'était avec Daniel Cernine, qui est un autre auteur et éditeur que j'admire. D'ailleurs, j'ai une petite collection personnelle comme lecteur d'à peu près toutes les éditions des livres de Cernine. Puis c'est un auteur qui est le fun à collectionner parce qu'il y a eu beaucoup de rééditions, beaucoup de livres parus, des fois avec une couverture alternative et tout ça. J'ai appris énormément de travailler avec lui sur la rigueur, sur la révision. Moi, maintenant, j'ai comme un fichier avec certains éléments quand je fais des révisions de texte et ça vient en grande partie du travail que j'ai fait avec lui. Ensuite, j'ai publié pour adultes L'Arracheur de rêves, qui est paru dans 2 éditions. La première édition à la Veuve Noire, qui malheureusement, le livre n'est jamais vraiment sorti parce que l'éditeur a fermé pas si longtemps après. Donc, je trouvais ça le fun d'avoir l'occasion, quelques années plus tard, de le republier avec les 6 brumes. L'objectif à la base était de rajouter une nouvelle en bonus qui est devenue un court roman ou une novella qui est dans ses pas, que c'était pas voulu, c'était pas prévu que ça devienne une novella non plus, mais que à quelque part aborde à peu près les mêmes thématiques que L'Arracheur de rêve, mais avec un 10 ans d'écart entre les deux, donc le traitement n'est pas le même. Je vois ça un peu comme une conversation entre un jeune moi et un plus jeune encore moi, maintenant que je vois ça avec 10 ans de recul. J'ai publié aussi une novellette parue chez Les Ailés qui s'appelait L'ombre de la bête. De tout ce que j'ai écrit, c'est la seule chose qui vient de ma période jeu de rôle. À la base, c'était un scénario que j'avais fait jouer à des joueurs, du moins en grande partie. Par contre, on ne voit pas les jets de dés pour la seule et bonne raison que c'était un jeu de rôle que j'avais inventé où il n'y avait pas de jet de dés, qui était vraiment du storytelling, qui était jeu médiéval fantastique très, très noir avec des sociétés secrètes et tout. L'arrière-monde est sorti de la nouvelle, mais l'histoire qui avait été jouée est restée. J'ai aussi publié un recueil de contes qui s'appelle Faits divers et autres curiosités, qui, lui, est un projet particulier. C'est mon projet Yukoné, donc quand je vivais au Yukon. C'est le seul que j'ai publié à compte d'auteur et c'est parce que j'avais un projet très, très précis que je ne voulais pas faire avec une maison d'édition proprement dite, parce que c'est un spectacle de contes et c'était le livre du spectacle et je voulais que chacun des textes soit illustré par un artiste franco-yukonais. Donc, ça a été un projet là, un peu différent là, dans mon parcours. Tu parlais tout à l'heure d'un fichier quand tu fais ta révision de texte. Qu'est-ce qu'il contient? Regarder certains mots, mais par exemple, ben,
il y a moyen de le remplacer par toutefois, néanmoins, cependant. Par contre, il y a quand même plusieurs synonymes. On a tendance à utiliser beaucoup le mais. Mhm. Fait que j'ai une des étapes dans le fichier que c'est juste de valider. Il y en a combien dans le texte? Est-ce que ça revient trop souvent? Il y a des étapes, entre autres, bon, passer avec Antidote, regarder les répétitions, regarder les choses. Il y a certains verbes plus faibles que je vais identifier. Entre autres, j'ai en horreur le verbe faire, Mhm. qui, dans 90% des cas, peut être remplacé par un verbe beaucoup plus précis et beaucoup plus vivant. Mhm. Il y a bon, les adverbes qu'on va bien sûr essayer d'identifier pour en sacrifier le plus possible. Chaque fois que je peux effacer un adverbe, c'est une petite victoire. Euh, il y a des éléments d'histoire aussi pour assurer la continuité. Donc, je vais faire des recherches pour m'assurer qu'à chaque fois que je parle du même personnage, surtout sur des textes plus longs, sur une nouvelle, ça n'a pas le même impact, mais sur un texte plus long qui peut être écrit sur une longue période avec plusieurs révisions, mais tu sais, juste t'assurer que le personnage il est roux tout le long. Mhm. C'est des détails, mais il y en a plusieurs au final. Fait que Ouais. j'ai un document qui se bonifie au fil du temps. Tous les synonymes de parler. Donc, au lieu de dire dit-il, 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 j'ai plusieurs synonymes. J'ai dans ce fichier-là aussi plusieurs, ben, en fait, sur un annexe du fichier, j'ai plusieurs expressions corporelles. Parce qu'au final, on se retrouve avec des gens, ben, en tout cas, si je ne fais pas attention, de me retrouver avec des gens qui sourient, qui rient, qui lèvent les yeux au ciel. Il y a comme quelques expressions physiques de base qui reviennent et c'est tout. Mhm. Fait que, de m'assurer de ça. Donc, comme je dis, c'est un document qui est très, très vivant. Et souvent, quand je fais ma révision, j'ai comme 3 documents. J'ai des notes que je me prends concernant ce manuscrit-là, qui est toujours ouvert pendant que j'écris, que je pense, ah, je viens de changer de quoi là-dedans, il faut que je m'assure que c'est cohérent avec le reste. Fait que ça, c'est propre à un projet, ça ne suit pas. Il y a mon document de choses à vérifier, à réviser, qui, lui, se bonifie, va me suivre d'un projet à l'autre. Et il y a les annexes, comme je disais, certains synonymes, des choses, des références qui reviennent souvent. Plutôt que de les chercher d'une fois à l'autre, je me suis créé un fichier où ça se retrouve tout là. Quand t'écris, utilises-tu des plans ou non? Je suis entre les deux. Ok. Euh, habituellement, j'ai un plan qui couvre pas mal l'histoire, mais qui n'a pas tant de chair que ça autour de l'os. Je connais des gens qui vont avoir 100 pages de plan pour un roman de 400 pages. Moi, ça va être une dizaine de pages. Mhm. Une dizaine de pages. Puis encore là, ça va dépendre du projet. Là, je travaille un projet en ce moment qui me demande plus de travail sur un arrière-monde. Parce que ça aussi, ça vient jouer. Souvent, bon, j'écris du fantastique, ça se passe de nos jours. Je n'ai pas besoin de développer un arrière-monde tant que ça. Puis j'aime beaucoup que mes histoires se passent à Québec. Ben, je connais Québec, puis s'il y a de quoi que je ne suis pas sûr, je peux aller voir sur Google Maps, là. Ou y aller en personne, en auto, à pied, peu importe. Là, c'est un roman de science-fiction que j'écris en ce moment. Se passe dans un futur relativement proche. Il y a des intrigues politiques. Ben, c'est sûr que juste sur l'arrière-monde, j'ai probablement 10-15 pages. J'irai pas. Ben, c'est sûr que ça reste du futur proche. On parle d'un horizon de 30 ans. Ça se passe au Québec quand même. Fait que, j'ai pas besoin de tout réinventer. Mais il y a, c'est surtout le côté politique, le côté social, le côté, bon, même technologie un peu, que j'ai besoin de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se rend, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que j'ai pas besoin de me rendre comme, bon, d'inventer des peuples, des langues, des ci, des ça. Ça reste que je peux partir du concret quand même, mais ça me demande plus de travail, de notes, de conceptualisation que pour un roman fantastique qui se passerait de nos jours. Ouais. Mais c'est sûr que plus le projet est long, plus il a de l'envergure, ben, plus le plan. Moi, j'ai besoin de savoir comment ça se finit avant de commencer. Mhm.
Puis d'avoir une certaine idée du chemin qui nous amène jusque-là, même si en cours d'écriture, ça se peut que ça bifurque. Et j'adore quand ça bifurque, d'ailleurs. Ça t'offre un défi supplémentaire ou Oui, puis c'est... Il y a des choses qui marchent sur papier pendant le plan, mais quand tu l'écris, c'est pas logique avec le personnage, c'est pas logique avec ce que tu as présenté. Puis ça, il faut faire attention quand on sent la main lourde de l'auteur, qu'il avait décidé absolument que son personnage en arriverait à ça. Et comme lecteur, on ne le sent pas que c'est logique, là. On n'y croit pas. Et c'est là que des fois, ben, on peut avoir des surprises ou même des fois, un personnage qui était secondaire, qu'on ne pensait pas qu'il y aurait tant d'importance que ça, et pouf, sur une scène, on y met plus d'importance. On dit, OK, ça, c'est intéressant, mais faut que je m'en serve là. Je me prépare toujours une boîte qui a rapport avec le projet. Qu'est-ce que je mets là-dedans? Je vais mettre des livres, je vais mettre des bandes dessinées, je vais mettre des illustrations, je vais mettre de la musique, je vais mettre différentes choses pour. Souvent, c'est plus sur l'ambiance du projet. Moi, quand je commence à avoir un projet, avant même d'avoir l'histoire, j'ai une ambiance. Quand je réussis à bien faire ma job comme auteur, je réussis à retranscrire cette ambiance-là. Malheureusement, je ne peux pas dire que c'est toujours le cas. Mais quand je réussis, pour moi, c'est ça la satisfaction, quand je réussis à ramener cette ambiance-là. Et cette ambiance-là se retrouve beaucoup dans la playlist que je crée. Et je ne suis pas quelqu'un qui écoute la musique quand j'écris. Là. La réalité, c'est que la playlist, je ne l'écoute jamais. Parce que quand j'écris dans le silence. Et je n'ai pas le réflexe de mettre ça, mais ce moment-là où je vais tout mettre dans ma boîte, des choses qui ont rapport avec le projet, puis des fois, c'est pour un détail. Je ne sais pas, sur une intrigue politique, je dis ah oui, tel événement qui est arrivé à l'ère napoléonienne, c'est intéressant. Fait que je vais mettre un livre qui parle de l'histoire napoléonienne dans la boîte. Puis là, je mets différentes choses, beaucoup de films aussi. Ça, des fois, je vais réécouter une scène précise du film parce que quelqu'un qui lit le livre ne verra jamais ah, ça vient de ce film-là parce que c'est pas l'action comme l'ambiance, comme le rythme. C'est un peu ça là, qui vient m'inspirer. Un jeune auteur vient te voir. Quel truc tu lui donnes? Travaille tes personnages parce qu'à quelque part, le mythe du jeune auteur, c'est souvent que l'idée est ce qu'il y a de plus important. Des livres, c'est arrivé des livres, honnêtement, que c'est les concepts, les idées qui m'ont plu qui fait que j'ai aimé le livre. C'est 1% des livres qui m'ont plu. Ça prend vraiment quelque chose de wow pour que ce soit l'idée. Ce qui fait que je vais lire un livre, que je vais m'embarquer dedans, que je vais décider de passer 2, 3, 4, 5, 10 heures dans cet univers-là, c'est les personnages. Et c'est ça qui va faire. Prenons l'exemple le plus simple, une histoire policière. Dans l'histoire policière, il y a quelqu'un qui a été tué, il y a quelqu'un qui essaie de trouver qui l'a tué. Ce qui va faire une différence, c'est les personnages. Tu as un jeune policier débutant, tu as un vieux blasé, tu as quelqu'un qui c'est la dernière journée avant sa retraite, tu as quelqu'un qui est incompétent, tu as quelqu'un qui ben, c'est ça qui va faire la différence parce qu'au final, à quelques détails près, il y en a beaucoup qui c'est à peu près la même histoire. Là. Il y a des rebondissements, mais ce qui change fondamentalement, à mon sens, c'est les personnages. Et malheureusement, ce que je vois beaucoup dans des manuscrits d'auteurs débutants, parce que j'ai donné des ateliers d'écriture, je donne la formation en scénarisation, ben souvent, c'est les personnages qui sont des faire-valoir, des archétypes, des clichés, qui ne sont pas développés. Et l'erreur que j'entends souvent, c'est des gens qui disent ah, ben je ne veux pas trop en mettre sur le personnage parce que je veux que les gens puissent se projeter en lui. Mais au contraire, c'est en le développant que les gens vont pouvoir se projeter ou sans se reconnaître dedans, être capable de faire des liens avec quelqu'un d'autre. Puis parce qu'au final, ben, on est tous humains. Il y a quand même des choses, si le personnage est bien développé, des aspects sur lesquels je vais pouvoir accrocher. Et là, ça va faire une différence. Puis à Luc Lafrance, le lecteur, quels livres l'ont marqué? Quels auteurs sont tes auteurs cultes? Et pourquoi? Ça, ma blonde rit tout le temps de moi parce qu'elle dit que ma liste change sans cesse, mais il y a quand même des noms qui reviennent tout le temps. Des valeurs sûres, des auteurs plus récemment, relativement récemment, que j'ai découvert par Solaris, parce que j'en ai fait la critique d'un de ses livres, David Mitchell. David Mitchell,
c'est un des rares auteurs que dès qu'un de ses livres sort, il arrive premier sur ma pile de livres à lire. Je l'ai découvert avec L'Arme des horloges. Après ça, j'ai lu tout ce qu'il a fait. Probablement mon auteur préféré, je dirais Neil Gaiman, qui a exactement le type d'imaginaire qui me rejoint, qui touche autant la bande dessinée que le roman, que le cinéma, les séries télé. Maintenant, bon, avec Sandman, c'est un incontournable. Joe Hill, que j'ai lu l'ensemble de son œuvre depuis, puis lui aussi autant bande dessinée que roman. Je redécouvre avec plaisir Stephen King, que pour moi, il avait été associé à mon adolescence, fait que je ne l'avais pas vraiment lu à l'âge adulte. Et que ça fait 2-3 ans là, que j'ai recommencé à le lire avec un certain plaisir. En fantasy, Guy Gabriel Kay, qui a des auteurs qui m'ont marqué. Yves Ménard, le livre des Chevaliers, moi, c'est resté un de mes livres préférés, puis c'est un des livres que je recommande le plus souvent. Dan Simmons est un cas à part. Dan Simmons, dans ce qu'il fait de mieux, est pour moi aussi bon, sinon meilleur que Neil Gaiman. Par contre, il y a des choses que j'ai détestées de lui. Fait que c'est pas une valeur sûre pour moi. Je suis jamais sûr quand je commence un de ses livres. Terreur, par exemple, est un de mes livres préférés. Nuit d'été est probablement mon livre préféré. Puis il y a certaines de ses nouvelles que j'ai adorées, entre autres, La meilleure histoire de zombies, pour moi, c'est lui qui l'a écrit avec un professeur qui donne, qui continue à donner des cours à ses élèves qui sont tous devenus des zombies, dans l'espoir de trouver une lueur d'intelligence dans leurs yeux. Puis en même temps, il a écrit certaines choses qui me sont tombées des mains. C'est ça. C'est très tranché dans son cas. Pour toi, c'est quoi une histoire? C'est quoi l'essence d'une histoire? Je vais y aller dans la logique, dans le sens, pour moi, les personnages sont au cœur des histoires et pour moi, une histoire, c'est la transformation du personnage. Que ce soit un film, un livre, une bande dessinée, un roman, une nouvelle, un conte, ben, au final, une bonne histoire, à mon sens, le personnage ne devrait pas être le même à la fin qu'au début. Il y a une transformation, il y a un apprentissage, il lui est arrivé quelque chose. Et c'est le danger que je vois surtout dans certaines nouvelles où on est carrément dans l'anecdote. On est dans l'anecdote, donc il arrive de quoi au personnage, mais ça ne change absolument rien. Ben, moi, je ne peux pas m'intéresser vraiment à ce genre d'individu-là, à moins que ça soit raconté. Il y a toujours des exceptions. Là. C'est raconté avec un humour, une verve, mais ça part avec deux prises. Un peu, bon, là, je vais raconter le cas extrême, ce qui est le pire pour moi. Le fameux Ceci n'était qu'un rêve. Le Ceci n'était qu'un rêve, on s'entend, on ne le voit pas tant que ça, dans sa forme pure. Mais dans des formes mineures, je le vois encore, je le vois dans des livres publiés ou dans les faits, ce n'était qu'une forme de fantasme, ce n'était que. Et moi, ça m'insulte. J'ai pris la peine d'accepter à quelque part l'univers que tu me présentais. J'ai embarqué, j'ai accepté les règles du jeu que tu m'as donné, puis finalement, tu me dis, ouais, mais tout ça, c'était pas vrai. Un peu comme le principe du narrateur pas fiable. Tu sais, le narrateur que dans les faits, tu ne sais pas si ce qu'il te dit, c'est vrai ou pas. J'ai des exceptions. Il y a des cas où ça a marché, mais en général, je déteste ça. Je veux. Mets-moi des règles. Emmène-moi dans l'univers le plus. Tu sais, je lis de la fantasy, de la science-fiction, du fantastique. Je suis prêt à en accepter pas mal. Par contre, je ne suis pas prêt à accepter n'importe quoi. Tu sais, une fois que tu m'as placé les règles du jeu, respecte-les. Hey, j'ai toujours raconté des histoires. Un des plus vieux souvenirs de famille que j'ai, je devais avoir maximum 5 ans. Et gros party, toute la famille de la France qui est réunie. Et moi, je faisais un spectacle où je racontais des histoires devant mes oncles, mes tantes. Et bien sûr, je passais le chapeau après. Donc, j'ai quand même été payé jeune pour créer. Puis ça m'a toujours suivi. Ce qui est drôle, c'est que je n'aime pas particulièrement écrire. J'aime créer des histoires. Il se trouve que l'écriture est le moyen où je suis le plus libre pour le faire. Il n'y a pas de contrainte dans un roman, une nouvelle. Il y en a, mais il n'y en a pas. Je peux, si je décide qu'il y a 10 000 figurants, il y a 10 000 figurants. Si je décide qu'il y a une étoile, qu'il y a un vaisseau spatial qui fait exploser une planète, ben, je n'ai pas besoin de payer pour les effets spéciaux, puis je n'ai pas besoin de payer des figurants, puis je n'ai pas besoin. J'ai pas les. Oui, dans un roman graphique, une bande dessinée, dans les faits, ça peut être aussi long qu'on le veut, mais ça reste qu'il y a quand même des formats qui vont se publier. Ça reste que quelqu'un comme moi qui ne dessine pas, ben, tu as besoin d'avoir un illustrateur avec toi.
Alors que écrire une nouvelle, un roman, ben, je suis pas mal libre de faire ce que je veux. S'il y avait, que ce soit dans tes livres ou dans tes nouvelles, mettons une ou 2 histoires pour dire qu'un lecteur qui a jamais lu du Pierre-Luc Lafrance voudrait te découvrir, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Probablement que ce serait ben, 2 textes plus courts, une novella et une nouvelle. Heu, J'aurais tendance à aller avec Dans ses pas, qui est la novella, qui fait partie là, de la nouvelle édition de L'Arracheur de rêves. Je le disais plus tôt, moi, mon objectif, c'est de réussir à ramener l'ambiance que j'ai dans ma tête ou que j'ai dans mes tripes dans un texte. Puis ça, j'ai pas mal réussi à faire ce que je voulais avec. Mmh. Tu sais, puis c'est grâce à Guillaume Voisine, qui avait été directeur littéraire là-dessus, que vraiment, on a réussi à se rendre là où je voulais, tu sais, puis à amener le type d'ambiance que je voulais. Fait que ça serait, la première suggestion. La deuxième, c'est, une nouvelle qui est parue dans Brin d'éternité à l'époque, puis qui avait été repris, dans le collectif là, pour les 10 ans d'éternité, Mmh. qui s'appelle «Le lendemain, les gens parleront de folie collective», qui est un texte, là aussi, où j'ai réussi à vraiment faire ce que je voulais et qui a une particularité stylistique que probablement personne ne va voir. Mais l'histoire se passe en grande partie à Haïti, qui est une île, et je voulais que le rythme des phrases soit comme des vagues qui, s'échouent sur une plage. OK. Honnêtement, il n'y a personne qui est venu me voir en disant: «Hey Pierre-Luc, j'ai lu ça», puis j'avais l'impression de et on s'entend, mais moi, j'avais ça en tête en écrivant. Et il y a à certains passages précis, puis c'est un texte, que j'aime beaucoup. À l'époque, tu avais fondé ton propre, fanzine ailleurs. J'aimerais que tu nous en parles. C'est l'exemple parfait de comment la naïveté, c'est important pour partir des projets. Heu, Quand je suis arrivé, mon premier congrès boréal, j'ai rencontré, plusieurs personnes du milieu. Il y avait un fanzine qui venait de naître, qui était à son deuxième numéro, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Proxima. Ma première publication était dans Proxima, d'ailleurs, une année plus tard, qui était parue le jour de ma fête de mes 19 ans encore, pendant le congrès boréal. Et quand le fanzine a disparu, j'ai fait: «Ah non!» Et je sais pourquoi moi, j'en partirais pas un. J'avais clairement pas les moyens financiers, les capacités techniques, j'avais clairement pas ce qu'il fallait pour le partir, sauf le temps et l'énergie et comme je disais, une bonne dose de naïveté. Donc, on a lancé ailleurs. J'ai quand même eu, plusieurs collaborateurs, de renom qui ont embarqué dans le projet, qui ont été assez généreux pour m'envoyer des textes. Éric Gauthier, que j'ai pas nommé plus tôt, mais qui est un de mes auteurs préférés, que je suis depuis ses tout débuts, puis qui était encore pas mal à ses débuts à ce moment-là, qui avait publié, dans Ailleurs. Il y a Daniel Cernine qui a toujours été un auteur très généreux avec les nouveaux projets, qui m'avait, fourni un texte. On avait fait un numéro spécial Esther Rochon, donc on avait bouclé la boucle de ce côté-là. Ça m'avait permis de faire certains contacts en France. Ça m'avait permis de découvrir beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'auteurs, autant au Québec qu'ailleurs. Fait que ça a été une super belle école, une super belle aventure. Tu sais, avec internet, les blogs, les gens peuvent s'auto-publier chez Amazon et cetera. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui auraient la même passion et naïveté de se partir un fanzine au Québec? La question est bonne parce que moi-même, je me la suis posée. Honnêtement, j'avais un projet de relancer un fanzine parce que ça manque en ce moment. Mmh. Hem, le fanzine a évolué avec le temps. Là, je vais donner un petit cours d'histoire, mais je relisais les Tantôt, les vieux fanzines qu'il y a eu, les Carfax, Mmh. même les Solaris à une certaine époque, qui servaient non seulement à publier des textes, mais aussi à servir de point de convergence entre les passionnés. Il y avait des discussions incroyables qui se faisaient par les courriers du lecteur. Moi, je n'ai pas connu cette époque-là. Moi, je suis arrivé après cette époque-là où ces conversations-là avaient lieu dans d'abord, puis c'est là qu'on s'était rencontrés d'ailleurs, sur des forums, entre autres Horreur Québec, Mmh. et par la suite dans les blogs.
où il y avait la partie conversation, contact et tout ça, c'était passé en ligne. Maintenant, c'est plus sur Facebook, mais honnêtement, je trouve que ça s'est dilué. Je trouve que ce n'est pas la même qualité que ce qu'on avait à l'époque des blogs et à l'époque du forum. Et même, et on avait l'équivalent de ça à l'époque dans les magazines. Puis même, il y a certaines chicanes célèbres dans le milieu de la science-fiction fantastique qui se sont fait là-dessus, et même dans certains courriers du lecteur, dans des fanzines français. Mhm. Fait que honnêtement, quelqu'un qui voudrait faire une histoire de la science-fiction du fantastique québécois n'a pas le choix de relire ça et de passer par là. Cette Mhm. partie-là, malheureusement, ne pourrait pas survivre maintenant. Même les critiques de livres, je trouve, ont moins leur pertinence qu'ils ont déjà eu dans un fanzine parce que peut se retrouver ailleurs. À la limite, quelqu'un pourrait faire la critique sur Babelio, pourrait faire la critique ailleurs. C'est bon qu'il y ait des ressources, des places comme Solaris où il y a quand même un standard de qualité, où il y a quand même quelque chose, mais pour moi, un fanzine irait moins de ce côté-là. Mhm. Par contre, il y aurait de la place pour publier de la fiction. Je me mets dans la peau d'un jeune auteur qui commence maintenant. Oui, il peut s'auto-publier, mais pour faire l'apprentissage avec quand même la direction littéraire, avec quand même, il n'y a pas tant de place que ça. Ouais. Il y a Horrific, il y a Solaris, il y a Bread et TNT, mais même Bread et TNT, de ce que je comprends, le rythme de publication va être moins grand. Il n'y a pas tant de place que ça pour faire ses armes. Non. Et ça, pour moi, ça manque. Puis honnêtement, j'ai eu la réflexion à un moment donné, est-ce que j'allais me lancer là-dedans? Pour différentes raisons, j'ai décidé de ne pas le faire et de plutôt lancer un podcast. Je ne peux pas amener la partie mettre de l'avant de la fiction. Par contre, une des choses que je voulais dans mon projet, c'était de mettre l'accent sur des auteurs, d'être capable d'avoir des entrevues, des choses comme ça que je peux faire avec le podcast qui, bon, mentons-nous pas, sur le plan technique est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de révision linguistique, il n'y a pas de mise en page, il y a des frais beaucoup moins élevés parce qu'il n'y a pas d'impression de distribution. Mais oui, il y aurait de la place pour un fanzine, il y aurait de la place pour un projet comme ça.